Salut YouTube, ici Azray. Je suis très heureux de te retrouver pour la review de l'épisode 6 de The Beginning After the End. Enfin une review de Teyvat. Chaque semaine, je suis sûr que tu l'attends. Le pire est-il derrière nous? C'est la question que je me suis posée. Et c'est surtout ce que laisse présager cet épisode que l'on va analyser évidemment en détail, tu t'en doutes bien. Alors attention, je vais spoil, puisque je pars du principe que vous avez vu l'épisode. Si ce n'est pas le cas, fuyez, allez le voir. Il est disponible légalement sur Crunchyroll, moins légalement ailleurs. Vous vous débrouillez si vous voulez pas le voir sur Crunchyroll. Donc si vous ne l'avez pas vu, ou si vous craignez les spoils, vous faites pause, vous allez voir l'épisode et vous revenez par la suite. C'est donc l'épisode 6 qui s'intitule « Un roi qui s'entraîne ». Bon, je reviendrai sur le titre plus tard, vers la fin de la vidéo. Parce qu'on s'est pris une petite douille, quand même. Il faut le dire, on s'est pris une légère douille. C'est un épisode qui conclut le tome 2, avec les chapitres 21 à 23. C'est donc la dernière fois que vous allez voir ce sublime petit tome, sublime couverture de chez K-Books. On est donc sur les derniers chapitres du tome. Prochain épisode, on démarrera le tome 3. Je rappelle que le chapitrage est différent dans le manhwa, la version papier que je viens de vous montrer, et dans le webtoon, la version digitale. Donc comme d'habitude, je sais que j'ai toujours un petit commentaire qui va nous dire les différents chapitres dans le novel. Donc ça c'est cool parce qu'en plus, comme je n'ai pas lu le novel, je peux pas vous dire le chapitrage au niveau du novel. Mais bon, même au niveau du webtoon, on doit être au, je sais pas moi, 26-27 au niveau des chapitres. Globalement, c'est un épisode qui est plutôt ok tiers, qui ne fait pas vraiment de folie, et qui présente tranquillement les événements. Ce qu'il fait, il le fait plutôt bien. Arthur fait de nouvelles rencontres et se prépare à recevoir son fameux entraînement. Il noue de précieux liens avec la princesse elfe Tessia Ellerith et il réconforte ses parents. On va donc rentrer tranquillement dans le détail. C'est parti. On commence donc avec Arthur qui fait des crises d'angoisse. Ça reste, je trouve, encore nébuleux comme plot, comme scénario. Est-ce que c'est le pouvoir de la bête qui va sommeiller en lui? Est-ce le don de Sylvia? Ou alors des problématiques de son passé qui sont en train de ressurgir petit à petit? C'est sympa, je trouve, d'avoir une espèce de fil rouge qui construit petit à petit le mystère autour du personnage principal, en espérant évidemment que l'on en apprenne plus au fur et à mesure des épisodes qui arrivent. Puis, on a un passage que j'ai trouvé très mignon quand Virion, l'ancien roi elfe, le grand-père de Tess, quand Virion nous explique le passé de Tessia, cela accentue l'attachement qu'on a pour le perso et croyez-moi, attachez-vous à Tess, vous ne le regretterez pas. On apprend donc que malgré ses 4 ans, la petite princesse en a vu de toutes les couleurs. Elle s'est fait trahir par des enfants. Bon, là, à la limite, vous pouvez me dire c'est normal. Mais elle s'est aussi fait trahir par des adultes. Et ça, c'est beaucoup plus chaud. La petite, elle a 4 piges. Et déjà, il y a des trahisons, complots, peut-être des tentatives d'assassinat, que sais-je. Donc c'est terrible, en fait. Elle s'est créée une carapace. Elle est dans une espèce de solitude permanente. Et évidemment, vous l'avez compris, Arthur devient son premier ami. C'est la coquille qui se brise petit à petit avec notre héros. Classique des shonen, classique des isekai aussi. Là-dessus, je vais quand même poser une petite question. Je suppose que les elfes, dans The Beginning After the End, vieillissent comme les humains. Parce qu'il me semble que l'anime ne nous donne pas de distinguo à ce niveau-là, comme par exemple un Seigneur des Anneaux, où vous savez que les elfes dans le Seigneur des Anneaux vivent beaucoup plus longtemps. Si on prend Arwen ou le Golaz, voilà, ils peuvent avoir 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ils sont toujours aussi jeunes, donc leur courbe d'âge est beaucoup plus faible, un peu comme les Saiyans dans Dragon Ball. Ils mettent plus de temps à vieillir et bah non, quoique les Saiyans, ils vivent 80 piges, je crois, mais bon, ils sont encore très jeunes jusqu'à 40-50 ans. Là, The Beginning After the End semble nous montrer, notamment avec la fin de l'épisode, que les elfes ont une durée de vie qui est quand même relativement équivalente aux humains, et la courbe d'âge, donc d'évolution, semble être la même. On passe d'une Tessia qui a 4 ans et qui ressemble à une petite de 4 ans, à la fin de l'épisode, à une Tessia qui a 7-8 ans, en supposant qu'elle est 4, je sais plus si elle a 4 ou 5, c'est pour ça que je veux dire 7-8, je décalerai toujours, et elle a vraiment le corps et la tête d'une petite de 7 ans, donc on la voit évoluer. Ça me fait plaisir, parce qu'on n'est pas sur le délire que je déteste de la loli
dans les isekai japonais, qui en réalité a 1500 piges, mais la gamine, elle a la tête d'une gamine. J'aime pas ça. Là, on est vraiment sur j'ai 7 ans, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Ensuite, on a la rencontre de Rinia Darkasan, qui est une vieille sorcière, qui se retrouve dans un coin assez loin d'Elenoir apparemment, puisqu'ils ont dû aller en calèche et ça a duré on sait combien de temps, puisque la petite s'est endormie quand même. Et puis Arthur nous rappelle un fait très important sur le système de magie. Dans The Beginning After the End, il y a donc 4 magies élémentaires de base, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et si donc on pratique une magie élémentaire différente de ces 4-là, cela fait de nous un mage spécial. J'ai pas revu les 5 premiers épisodes, donc je vais parler de ce que j'ai de tête, en tête. Il me semble que l'anime ne nous a pas parlé de déviant. C'est pourtant un terme que l'on a dès le début dans le manhwa, c'est-à-dire que soit vous avez une magie parmi les 4 de base, magie du vent, magie du feu, magie de l'air ou magie de l'eau, mais si vous arrivez à produire une magie différente de ces 4-là, on dit que vous êtes un mage déviant, et vous pouvez avoir des magies assez folles, comme Alice, la maman d'Arthur, qui a une magie de soin. Et donc, Rinia, elle, aurait une magie dite déviante, qui serait une magie de divination, où elle peut justement voir dans le passé et dans le futur des personnages, ce qui pourrait être très intéressant pour Arthur. L'auteur Turtle Me est assez malin, puisque directement, quand elle regarde à l'intérieur d'Arthur, elle dit « Ah, il y a des morceaux de toi qui sont coincés, je n'arrive pas à les voir. » Bah tu m'étonnes ma grande, puisque en face de toi, tu as un ancien roi qui vient d'un ancien monde, qui a vécu toute une vie de zinzin. Il va pas te le montrer tout de suite, donc ça c'est cool, ce petit blocage-là. Heureusement qu'elle voit pas ça tout de suite. Mais elle a aussi la capacité de télépathie apparemment, puisque grâce à son petit bol d'eau là, alors c'est pas le bol d'eau où on se met avec la glace, si t'as la ref, mets un like, et abonne-toi d'ailleurs. Hein. Mais Arthur imagine ses parents, donc Ray et Alice, il me semble que c'est Ray son papa, et Alice, et paf, petite connexion télépathique, c'est sympa. D'ailleurs ça nous amène à l'image suivante, puisqu'on a le moment émouvant entre Arthur et ses parents lorsqu'il leur parle. On comprend d'ailleurs ici, au vu du ventre d'Alice, que plusieurs semaines, voire plusieurs mois se sont écoulés depuis l'accident d'Arthur. Et là, il faut que je dise un truc aussi, parce que, vous le savez, je regarde l'épisode. Je vais relire mon manhwa juste après pour voir s'il y a des différences flagrantes ou pas. Globalement, j'ai trouvé que l'épisode suivait très très bien la trame du manhwa. C'est limite case par case, on reprend et on anime un petit peu la case. Ce que certains vont dire, bon bah on anime vite fait puisque c'est un PowerPoint le truc. C'est dommage, mais bon tant pis, hein, on va passer ces considérations-là. Seulement, j'ai trouvé vraiment dommage d'avoir édulcoré dans l'animé le grief et le deuil qu'ont eu les parents d'Arthur. Je m'explique. Vous avez vu dans l'animé que Ray se fait frapper par son camarade. Mais on explique ça parce qu'il est tombé dans l'alcool pour supporter le deuil de son fils. Or, dans le manhwa, ce passage est autrement plus impactant, puisqu'en réalité, Ray se fait remettre en question, car il ne soutient pas suffisamment Alice, qui elle-même a tenté de mettre fin à ses jours, ne supportant pas la perte de son garçon. Donc j'espère que l'animé ne tombera pas dans des simplifications scénaristiques, parce que là il y avait vraiment une tentative de S-word, hein, de la part d'Alice, hein. On voit le couteau, on voit le pansement, le bandage que fait Jasmine je crois, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, au niveau du poignet, donc on se dit wow c'est grave, Alice a carrément tenté de mettre fin à ses jours. L'animé ne nous le montre pas ça, et Ray n'était pas assez comment dire, protecteur envers son épouse, donc son pote il lui a mis une bonne droite en disant tu t'occupes de ta femme maintenant, t'arrêtes tes conneries. L'animé n'a pas voulu nous montrer ça parce que ça montrait justement deux manières différentes de voir le deuil. La mère, elle a perdu son gamin, elle dit bah c'est bon, moi aussi je claque, je vais le rejoindre. Et le père, il a perdu son gamin et en fait il est complètement déstabilisé et il s'éloigne de tout, il ne fait même plus attention à sa moitié, à celle avec qui il a eu son enfant et à celle avec qui il va avoir un deuxième enfant. Donc je trouvais que le manhwa était très puissant et très impactant dans cette période de deuil, dans ce qu'ils nous ont montré. L'animé nous a montré juste, bon, Ray, boy, il se met une patate. Enfin, je trouve que c'est moins intéressant, même si effectivement, attention, je ne dénigre pas le fait que certaines personnes, quand elles sont en deuil ou en danger émotionnel, peuvent tomber dans l'alcool.
Et ça, c'est très grave, donc il faut faire attention aussi par rapport à ça. Voilà, c'est juste que c'était plus impactant dans le manoir, je voulais vraiment en parler. J'aime aussi particulièrement, donc on avance un petit peu, quand une œuvre se prend au second degré. Là, vous avez l'apparition d'un nouveau personnage, et puis la phrase « c'est tellement le perso secondaire de base » m'a fumé de rire. Ce moment-là, franchement, j'ai été mort. Je ne me souvenais même plus que dans le manoir, il y avait ça, parce que je l'ai lu après. Et puis ça fait, bon, c'est vraiment le perso secondaire, lui. Donc j'aime bien quand un animé se caricature un petit peu, se moque un petit peu en disant bah oui, t'es dans une espèce de RPG, isekai, donc t'as des persos principaux, des persos secondaires. On fait donc la rencontre de Feyre. J'ai plus son nom de famille, mais dans le manoir il y a une espèce de blague. Alors c'est Ivyvor ou je sais pas quoi, et le manoir fait un jeu de mots avec Ivysaur, ou Ivysaur, je sais pas comment on dit, qui est en fait le nom de Herbizarre, le Pokémon en anglais. Et c'est pour ça que Arthur se moque un petit peu. Il y a des petites refs en vrai par rapport au monde réel. Dans l'animé, je me rappelle plus le passage, mais il y a une ref par rapport au monde réel aussi. Et je me suis dit, oh, ça fait bizarre en fait qu'il y ait des refs comme ça au monde réel. Donc c'est le petit moment humoristique de l'épisode. Excellent moment, moi je trouve que l'humour est vraiment bien géré dans The Beginning After the End. S'il y a une chose que l'animé fait bien, c'est l'humour. Je suis un bon public par rapport à l'humour, je me marre assez vite, assez bien. Vous faites un prout, je rigole, donc forcément, ouais, je rigole. Donc forcément, l'humour de Thébat, c'est sympa. Le petit, oh mais il est pas stupide, il a vu que j'étais en train de me moquer de lui. Et juste après, l'autre il dit, on va faire un duel pour mon honneur. Ah bah si, en fait, c'est un gros golemon. Je trouve ça drôle. D'ailleurs, on a évidemment l'image où Feyre se fait one shot, mais en plus, on peut apprécier une animation de combat correcte. Et ça, c'est cool. Ça fait super plaisir de se dire, ah tiens, un petit moment où il n'y a pas les bandes à la con. La rotation de Feyre quand il se fait démonter, elle est plutôt fluide. On a aussi au niveau d'animation des moments, comme à la fin de l'épisode, où les cheveux sont animés de manière plutôt propre. En vrai, le studio A4 est un peu éclaté au sol, on va pas se mentir par rapport à d'autres studios, mais à certains moments, les mecs font les choses bien, donc il faut le dire quand c'est relativement propre. On arrive donc à la fin de l'épisode. La fin de l'épisode qui va ressembler plutôt à la fin d'un arc. Normalement, vous êtes arrivé là, vous voyez un petit peu le monologue que fait Arthur, tu te dis « Oh, que va-t-il se passer ?» Fin d'épisode là-dessus, cliffhanger, machin. Et c'est un peu ce qui s'est passé, puisque on a le générique de fin, et si vous prenez le temps de rester après le générique, eh ben on a quoi? Tessia et Arthur ont maintenant 7 ans. 3 ans plus tard, une ellipse de zinzin, quand même une ellipse de 3 ans. Tess a eu son éveil magique comme prévu, elle l'a aux alentours de 4-5 ans, et elle semble utiliser une magie du vent. Elle ne serait donc pas une déviante, puisqu'elle utilise une des 4 magies de base, à moins que l'anime montre assez mal les différentes magies, mais il me semble que les particules rouges, c'est magie du feu, les particules vertes, c'est la magie du vent. Et je crois que ce sont les 2 seules qu'on a vues jusqu'à présent, rouge et vert. Si je ne veux pas dire de bêtises, mais on n'a peut-être pas vu la magie de l'eau et la magie de la terre. Ou alors on l'a vu avec, comment il s'appelle, les Twin Horns, le groupe de potes des parents d'Arthur. Il me semble qu'il y en a un qui manie la magie de la terre et l'autre la magie de l'eau, mais je me souviens plus. On aurait pu donc terminer cet épisode sur les propos d'Arthur, finalement. Fin d'épisode, fin d'un arc, générique, et ça se cale parfaitement même avec la fin du tome 2. Donc là, tu te dis, ok, les mecs ont géré le rythme pour cet épisode-là, c'est carré. Je pense que faire le choix de donner une ellipse de 3 ans et de montrer le résultat de cette ellipse, non pas à l'épisode de la semaine prochaine, mais à l'épisode d'aujourd'hui, ça a 2 raisons. Donc je vais me faire un peu l'avocat du diable. Premièrement, ce serait, pardon, j'ai tapé mon micro, ce serait donner raison, et donner un sens au titre de l'épisode, puisque un roi qui s'entraîne, bah montrez-moi où est l'entraînement d'Arthur, on l'a pas vu. Au contraire, on n'a justement pas vu l'entraînement d'Arthur. Donc, l'ellipse de 3 ans, c'était l'entraînement d'Arthur. Et on le retrouve à 7-8 ans, avec les cheveux un peu plus longs, et on se dit, tiens, bon, il n'est pas mort, le frérot, donc apparemment il a survécu. Est-ce qu'il a pu guérir? Ça peut être intéressant. Et puis, d'un autre côté, tu te dis comme c'est paradoxal, parce que l'épisode, tu regardes le titre, tu dis ok, tu vas avoir un entraînement, tu l'as pas vu pendant 20 minutes, tu te dis foutage de gueule, montrez-moi l'entraînement.
Donc un peu chelou quand même hein, de titrer uniquement sur l'ellipse et pas sur tout ce qui se passe, alors qu'on a eu quand même la rencontre avec la devineresse, là, la mage, le réconfort des parents d'Arthur, les parents savent enfin que leur fils est vivant et donc ils vont pouvoir vivre tranquillement. En plus de ça, on sait que ils vont vivre 3 ans avant de retrouver Arthur potentiellement. Donc voilà, je pense que le titre est pas forcément bien trouvé. C'était ce que je voulais dire par rapport au titre. Deuxièmement, donc deuxième raison, tenir en haleine le spectateur, évidemment. Montrer une Tessia plus grande, plus jolie aussi, même si on rappelle qu'elle n'a que 7-8 ans, donc calmez-vous les zinzins. Et puis on montre aussi un Arthur un petit peu plus impétueux. Je vous ai dit avec ses cheveux un peu plus ébouriffés, un peu plus longs, ça donne envie d'attendre l'épisode suivant. T'es là et puis tu te dis, bon, ça m'intéresse en fait. Ils ont grandi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont évolué? Ça c'est cool. On arrive donc à la fin de l'arc de la petite enfance d'Arthur. Hein. On a eu le petit passage où il avait 6 mois et 5 ans. Ça y est, il va rentrer au CP. Ça va être une dinguerie. Bon, plus sérieusement, les choses intéressantes vont vraiment commencer. Hein. Vous savez, le début de The Beginning After the End n'est pas forcément ouf. C'est plutôt ok tiers, hein. C'est assez mid le début de Tebat, parce que en réalité il est difficile d'avoir un protagoniste de 6 mois, 2 ans, 4 ans, et en faire des intrigues pertinentes, prenantes, avec une grande tension. Le gamin c'est un bébé, c'est compliqué. Dans les épisodes suivants, Arthur va avoir 8 ans, 7 ans. Il va potentiellement rentrer, logiquement c'est l'âge où tu rentres à l'école. Il se sera entraîné pendant 3 ans avec Virion. Est-ce qu'il a maîtrisé son esprit de bête? Est-ce qu'il a soigné son noyau de mana? Les intrigues vont devenir vraiment intéressantes. Est-ce qu'il a appris des sorts? Est-ce qu'il a appris la manière de combattre de Virion? Logiquement, le maître, c'est un ancien, enfin c'est un grand guerrier, c'est un roi elfe, etc. Moi, je veux qu'Arthur, il utilise des techniques elfes. C'est logique. Il faut que le type ressorte avec un gain intéressant. Alors tu te dis, est-ce qu'il va aller à l'école en Aile Noire? Est-ce qu'il y a une école en Aile Noire? Je sais pas, chez les elfes. Est-ce qu'il va retourner à Sapin, retrouver ses parents, puisque la logique veut qu'il était resté avec Virion pour guérir son noyau de mana, pour après ensuite rentrer chez ses parents. 3 ans ont passé, ça veut dire que maman Alice a accouché. Petit frère, petite sœur, la rencontre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être très très cool. Donc on a un arc qui va se profiler. On ne sait pas encore, d'après ce que l'anime nous montre, dans quelle direction on part. Est-ce qu'on reste en Aile Noire? Est-ce qu'on part en Sapin? Que va faire Tess? Est-ce qu'il faut... Enfin, il faut aussi qu'elle nous montre ses capacités, ses pouvoirs. On a juste vu qu'elle manie la magie du vent. Hein, elle a chatouillé les pieds d'Arthur. Gili gili. Et donc là, tu te dis, ok, montre-moi que t'es badass en fait, Tessia. Là, tu peux pas nous dire ouin ouin, ça y est, c'est fini, t'as plus 4 piges, faut arrêter de pleurer, faut nous montrer que t'es badass. Et encore une fois, mettez une pièce sur Tessia, parce que pour ceux qui lisent et qui connaissent, Tessia plus tard, voilà, je ne dis rien. Tessia. Donc voilà, l'épisode se passe plutôt tranquillement. Ma note globale, ça sera un bon 6,5 sur 10, hein, ça fait 13 sur 20, c'est ok tiers, c'est correct. Voilà, ce que je mettrais en bilan de conseil de classe, je mettrais trimestre correct, épisode correct, on s'ennuie pas vraiment, l'épisode se passe plutôt tranquillement. J'ai bien ri, la petite animation du duel était plutôt propre, on a eu des émotions, même si il manque un petit peu l'aspect signature dans The Beginning After the End. Vous voyez, quand vous regardez un Frieren, l'animation comporte une espèce d'essence. J'ai pas envie de dire une âme, mais certains pourraient dire une âme dans l'animation. Donc, Frieren, vous voyez, vous regardez un épisode, vous savez que c'est Frieren. Vous voyez, To Be Hero X, vous regardez, vous savez que c'est TBHX. Parce qu'il y a une espèce d'essence propre. Solo leveling, ce qu'a fait A1, c'est exceptionnel. Tu regardes, tu sais que c'est solo leveling. The Beginning After the End, c'est quand même un isekai très générique. Il n'y a pas vraiment d'essence propre et de signature propre. Donc j'espère que le studio A4 va step up encore, va vraiment s'améliorer. Hein. Le produit visuel reste encore malheureusement très pauvre. Et la note globale de Crunchyroll, sachez qu'elle s'effondre toujours. On est passé à 3,8 sur 5 avec plus de 55 000 reviews. Alors ce qui est léger, hein, Solo Leveling c'est 600 000 ou 800 000 reviews maintenant. Donc 55 000 ça reste très peu. Et il me semble que Frieren c'était 155 000 à 200 000 reviews.
Mais ça m'embête quand même, hein, quand je pense que des animés que je considère personnellement comme des bouses, donc vous pouvez mettre en commentaire si vous trouvez ça exceptionnel ou pas, mais des animés comme moi qui me réincarne en distributeur ont des animations meilleures que The Beginning After the End, je serre les dents. Je serre quand même les dents, je serre le poing, je suis quand même en mode... L'un de mes manhwas favoris, ils l'ont pas respecté. Je suis toujours en train de me dire ils l'ont pas respecté, donc... Même si je vous donne des notes 6,5, 7 sur 10, sachez que il y a toujours le côté je veux montrer le bien que l'anime nous propose et ne pas uniquement me focaliser sur le mal. Donc on tient bon, le meilleur est devant nous. Hein, les futurs arcs vont être exceptionnels. En tout cas, moi j'apprécie énormément. Il y a eu un gap dans l'histoire. Le début c'est mid, et après, les arcs d'après, je les ai toujours trouvés très très cool. Et après, on n'a même pas un seul arc qui est mauvais, je trouve, dans Tebat. Hein. N'hésitez pas, les lecteurs du novel et les lecteurs du manhwa, à me dire si vous avez trouvé des arcs qui étaient moins bons que d'autres, sans spoil évidemment. Hein, pour les anime only, on ne spoil rien du tout. J'espère que les phases de combat seront plus palpitantes, plus excitantes. Le coup de poing qui a été donné à Fairis, la petite rotation, pas de bandes, faites-moi que des fights comme ça, enlevez les bandes et c'est déjà beaucoup plus sympa, hein. Ça fait 6 épisodes que je dis la même chose, peut-être qu'un jour ils vont passer, ils vont regarder, j'en sais rien. J'ai envie que Tebat brille un petit peu. Sur ce, je vous laisse, abonnez-vous, lâchez le like, lâchez le commentaire, pardon, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 7 de The Beginning After the End. N'hésitez pas à voir mes autres reviews, TBHX, mes lectures de Omniscient Reader Viewpoint, qui est le meilleur manhwa de l'histoire. Je vous défie de m'en donner un autre qui soit du même niveau que ORV. Il n'y en a pas, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Azré, prenez soin de vous. Ciao, ciao.